Niché sur une île au cœur du golfe du Morbihan, le cairn de Gavrinis est l'un des monuments mégalithiques les mieux préservés du monde. À l'intérieur, sur les parois gravées, se déploie tout un univers de courbes et de lignes ondulantes qui semblent se répondre dans une étrange unité. Que signifient ces représentations? Pourquoi ont-elles été placées dans ce monument? Quelles ont été les intentions des constructeurs de Gavrinis il y a 6000 ans? L'archéologue Serge Cassaigne connaît Gavrinis mieux que personne. Spécialiste des gravures néolithiques, il étudie le dolmen depuis des décennies dans ses moindres détails. Bien sûr, ce qui fait la réputation de Gavrinis, c'est toutes ces gravures. Ce n'est pas unique, mais l'abondance et la conservation fantastique de Gavrinis est assez unique, par le fait même qu'un cairn le recouvrait, que c'est une île, que donc les explorations ont été moins importantes, les prélèvements de pierres ont été moins importants, et au final, le monument est beaucoup mieux conservé. L'archéologue a photographié l'ensemble des stèles gravées pour en connaître chaque ligne, chaque marque laissée par les néolithiques, et chercher à en décrypter le sens. Celle-ci, c'est celle par laquelle on a commencé le travail de décryptage. Je l'avais choisie parce qu'il valait mieux commencer par quelque chose d'assez difficile, mais je ne pensais pas que ça serait aussi difficile parce que c'est cette dalle qui, en mètres linéaires, présente le plus grand développé. On a plus de 60 mètres linéaires de gravure ici sur cette dalle qui fait à peu près 1,60 m de haut simplement. Sachant que l'expérimentation nous montre qu'il faut à peu près 1 à 2 minutes pour tracer 1 cm de gravure. Le fait que certains tracés se superposent à d'autres nous semblait tout à fait important pour comprendre le sens de réalisation. Le premier tracé, il est exactement dans le prolongement d'une arête naturelle, et ici on suit un premier tracé qui va tourner et qui va se terminer sur le bord. Ainsi de suite, un certain nombre de tracés vont apparaître. Par exemple, ici, ce sont les chevrons, c'est-à-dire ces petits guillemets emboîtés. À partir de ce motif, nous allons trouver 2 tracés que l'on voit ici. Ces 2 tracés sont la représentation d'un arc. On voit très bien l'extrémité de la poupée, on appelle ça la poupée, l'extrémité d'un arc, ici, et nous arrivons sur l'autre extrémité, tandis que joignant ces 2 poupées, la corde de l'arc vient ici rejoindre l'autre extrémité. Dans un troisième temps, nous avons 2 tracés linéaires. C'est la représentation de 2 flèches avec exactement le type d'armature de flèche en silex que l'on peut trouver dans la région à cette époque-là. Puis on continue, le sculpteur a continué toujours vers la gauche et c'est une petite lame de hache très fine ici qui a été inscrite, tandis qu'une deuxième en symétrie inverse a été disposée. Il faut noter que 2 petites cupules les marquent, probablement pour signifier l'objet perforé, tel qu'on le retrouve dans certaines tombes, notamment les 3 grands tumulus carnacéens. Les haches gravées de Gavrinis font précisément référence à ces lames polies en jade, une roche d'exception venue de loin. Au début du 5e millénaire, 3 personnages d'élite ont été inhumés avec ces objets dans des tombeaux aussi monumentaux que des pyramides. On retrouve l'image de ces haches sur d'autres stèles gravées du dolmen de Gavrinis, construit bien plus tard et pour plusieurs individus. Le décryptage des signes éclaire peu à peu ces sociétés néolithiques très avancées des rives du Morbihan. La surprise est venue d'un motif qui était jusqu'ici énigmatique. Les éclairages tournants ont très bien montré que ce qui semblait pour les tracés extérieurs, des tracés continus. Pour le tracé intérieur, le premier tracé intérieur, en fait, il s'arrêtait au sommet. Au lieu d'être continu comme les autres tracés, nous avions un arrêt et une reprise. Et voyant que ces segments ici, les petits segments qu'on voit là, ne sont pas jointifs, qu'ils s'arrêtent également au milieu, je me suis dit, séparons et rabattons sur les côtés ce qui est représenté là. Et à ce moment-là, on est retombé sur une forme qui est déjà connue, comme au Manélude par exemple, qui est le bateau avec un équipage. Ce qui était énigmatique jusqu'ici, c'est clair tout à fait, puisque si le sculpteur s'est arrêté là, c'est qu'il voulait vraiment dégager 2 motifs symétriques. Donc on a 2 bateaux qui sont verticaux, dans une idée de déplacement ou de voyage. Les archéologues sont aujourd'hui certains que les néolithiques naviguaient dans le golfe du Morbihan.
Dans ce qui était alors un vaste estuaire marécageux, la colline de Gavrinis dominait une vallée dans laquelle confluaient les rivières d'Orée et de Vannes avant de se dissoudre dans les courants de la baie. Ces tracés concentriques, qui donnent au dolmen son style unique, reflètent cette ambiance marine particulière qui imprègne les sociétés du Morbihan il y a 6500 ans. Ce style de Gavrinis, il est surtout visible à travers des arcs radiés. Tous ces motifs curvilignes concentriques qui sont prédominants, et effectivement en termes d'occurrence, c'est le motif le plus fréquent en Gavrinis, qui donne le ton, qui donne la tonalité de Gavrinis, et que l'on retrouve rarement dans la région. Il faut aller encore à Petit-Mont pour retrouver des motifs semblables. Les gravures de Gavrinis révèlent une société de marins déjà très avancée, plusieurs millénaires avant l'essor des grandes civilisations antiques. C'est au sommet du dolmen que les archéologues ont découvert la preuve que les néolithiques étaient même capables de véritables prouesses en matière de navigation. Des gravures, enfouies depuis 6000 ans, ont été retrouvées sur la face cachée de la dalle de couverture. Elles représentent des animaux. Mais l'un d'eux est incomplet. On ne voit plus que ses cornes recourbées le long d'une ligne de brisure. Ces dimensions, ainsi que le matériau utilisé, orientent rapidement les archéologues. De l'autre côté de la rivière d'Orée, à Locmaria-Caire, il y a la célèbre table des marchands, une autre grande tombe à couloir contemporaine de Gavrinis, et elle aussi recouverte par une énorme dalle gravée d'un animal tronqué. À l'évidence, il s'agit de 2 fragments d'une énorme stèle dressée sur laquelle étaient représentées des armes, des crosses et une hache, un grand caprin, un grand bovin et un cachalot. Les archéologues pensent que cette stèle gravée faisait autrefois partie de l'ouvrage de stèle du Grand Menhir brisé avant la construction de la table des marchands. La roche utilisée, l'orthognesse, venait de la presqu'île de Ruisse, de l'autre côté du golfe. Les marins de Gavrinis parvenaient à transporter ces énormes blocs à travers tous les courants de l'estuaire. On ignore aujourd'hui quel type de bateau a pu supporter de si lourdes charges. Mais les néolithiques des rives du Morbihan maîtrisaient déjà parfaitement l'art de naviguer et bien au-delà des limites de cette petite mer. Le fait qu'on représente, et c'est inédit à Gavrinis, autant de bateaux, le fait qu'on représente ce mouvement, ce fluide avec des tourbillons, des spirales, manifestement on est tourné vers l'océan. On a vu que les varicites venaient d'Andalousie. On voit que le jade traverse tout le bassin de la Loire, après avoir passé les Alpes et la Bourgogne. Le contrôle de ces voies fluviales, de ces voies maritimes, est probablement la source de cette richesse. Là, on retrouve les représentations de bateaux, la représentation de la crosse ici, et ces 3 trous qui sont creusés dans la pierre, au détriment des gravures qui sont effacées ici en périphérie. Mais en fait, ce ne sont pas les trous qui sont importants, ce sont les poignées qui sont générés ici, et qui donnent prise à l'interprétation d'une porte, puisque la seule occurrence que j'ai trouvée, ce sont les dalles circulaires avec poignées qui servent de porte aux structures d'accès des allées couvertes du bassin parisien. On a peut-être là la représentation d'une porte symbolique pour accéder à autre chose depuis la chambre de Gavrinis. Cette dimension symbolique imprègne toute l'architecture de Gavrinis et elle est d'autant plus difficile à décrypter que des stèles ont été déplacées, modifiées. On est pris actuellement dans cette contradiction, dans cette alternative entre des parties invisibles, des parties tronquées et cette unité graphique, cette unité stylistique qui est propre à Gavrinis. Gavrinis, c'est le reflet d'un monde tourné vers la mer et qui a dû probablement être à la source de bien des récits, de bien des mythologies et de la cosmogonie en son ensemble pour la société carnasséenne.